Bonjour à tous, et bien donc l'idée c'est de prendre quelques minutes pour aborder avec vous l'écoute active qui est surtout un savoir-être et un petit peu un savoir-faire. Jacques Dumont, je suis donc infirmier, master en santé publique et aussi formateur en entretien motivationnel. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que donc c'est clairement Carl Rogers qui est à l'origine de l'écoute active et donc qui est le premier vraiment à avoir introduit l'écoute active dans son approche centrée sur la personne et lui-même était vraiment un modèle dans sa pratique. Et donc il a su mettre l'accent vraiment sur la qualité de la relation entre le thérapeute et son patient. Donc qualité de la relation avec l'empathie, la congruence et la considération positive inconditionnelle. Et donc on doit vraiment, cette prise de conscience à Carl Rogers, il n'y a pas de relation de confiance, ni de compréhension, et ni de relation positive entre les deux parties sans écoute active et empathique. Et on sait que l'écoute active est aujourd'hui quelque chose qui fait vraiment énormément partie de toutes les approches dans les soins. Donc l'objectif de l'écoute active, c'est vraiment de mettre avant tout et de permettre à la personne de trouver en lui ses valeurs, ses objectifs et ses ressources et d'avancer dans la vie. Pourquoi est-ce que j'ai mis un papillon? Parce que pour moi le papillon c'est quelque chose qui est globalement beau, mais c'est aussi quelque chose qui a une vie assez courte. Et donc c'est important d'aller chercher cette richesse chez la personne et de ne pas la louper. Alors, où est-ce qu'on utilise l'écoute active? Et donc, au départ, c'est vraiment dans le domaine plutôt de la psychothérapie qu'on l'a retrouvé, et puis ça a été étendu à tous les professionnels de santé. Et donc, l'écoute active, c'est un ensemble d'attitudes et de techniques, c'est vraiment un savoir-être. Alors, c'est pas de l'écoute active quand on est dans une conversation, quand on est dans une discussion, quand on est dans un ou une interview, quand on est dans un interrogatoire, quand on est dans un discours, et pas non plus quand on est dans une confession ou un diagnostic. Et donc, ce qu'on va retrouver comme éléments fondamentaux dans l'écoute active, c'est d'abord l'accueil. Donc c'est vraiment accepter l'autre comme il est, c'est une attitude vraiment empreinte de respect et de considération pour favoriser la confiance et manifester un réel intérêt. C'est vraiment considérer l'autre comme la personne la plus importante au monde à ce moment-là, c'est-à-dire sans en attendre aussi un retour. On va être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit. On va essayer d'aller au-delà des faits pour s'ouvrir vraiment à la façon dont l'autre ressent les choses en lui, avec ses tripes, on pourrait dire. On va s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même. Et donc, plus que de voir le problème en soi, il s'agit de voir vraiment le problème du point de vue de l'autre. On va montrer à l'autre aussi qu'on le respecte. C'est donner vraiment à l'autre l'assurance que l'on respecte sa manière de vivre ou de voir les choses, sans empiéter sur son domaine et sans se transformer en apprenti psychologue qui voit dans l'inconscient de l'autre. Donc, le respect est vraiment quelque chose de fondamental. On va être un véritable miroir de l'autre. C'est là qu'on va retrouver les reflets, la reformulation, on en parlera plus tard. Et donc il s'agit non pas d'interpréter votre problème, c'est ça, mais de faire vraiment l'écho à ce que ressent la personne. Ainsi vous ressentez profondément que telle ou telle chose. Et donc tout l'art, c'est vraiment ici de mettre en relief les sentiments, les émotions qui accompagnent les mots de l'autre. On va être non directif. Donc l'essentiel de l'approche de Carl Rogers, c'est vraiment on est centré sur l'autre sans toutefois mettre de la pression ou influencer l'attitude de l'autre. Et donc le conseiller ne doit pas conseiller ni interpréter, mais créer les conditions pour que le client, le patient, le bénéficiaire règle lui-même son problème, car selon lui la personne qui consulte détient les solutions à ses problèmes. Et donc être non directif, ça ne veut pas dire être inactif ou non impliqué. Il s'agit plutôt vraiment de sentir avec l'autre, car c'est vraiment plus important que de partager notre idée. L'empathie, c'est donc vraiment la capacité de s'inscrire dans le monde subjectif de l'autre, pour essayer de le comprendre de l'intérieur. Et l'empathie, c'est vouloir vivre le monde intérieur de l'autre comme si c'était notre monde à nous. Cette attitude d'acceptation
inconditionnelle donne une chance d'exposer pleinement son propos à la personne qui est en face de nous. Elle laisse vraiment à l'autre le temps de son expression et la possibilité de s'exprimer. Alors l'empathie, on peut partir, excusez-moi de la qualité de l'image, mais donc on peut partir de l'apathie, où vraiment on ne reçoit pas, on ne perçoit pas l'émotion de l'autre, l'antipathie, où on ne comprend pas l'autre, l'émotion de l'autre, et puis la sympathie, où on partage l'émotion, donc on vit tous les deux la même chose, avec les conséquences que ça peut avoir, les conséquences, je dirais, néfastes pour l'intervenant, et puis l'empathie, on va vraiment comprendre l'émotion sans la partager. Pour le cas de Rogers, il est donc nécessaire que le thérapeute éprouve une compréhension exacte, empathique du monde de son client, comme s'il le percevait de l'intérieur, sentir le monde privé du client comme s'il était le vôtre, mais sans jamais oublier la qualité du comme si. Donc c'est ça qu'est l'empathie pour Rogers. Miller et Rolnick nous disent aussi que c'est un effort conscient et actif pour comprendre le point de vue interne de l'autre, pour voir le monde à travers ses yeux. La posture empathique, donc on va être dans de l'ouverture et de la disponibilité sans préjugés, on va être dans le non-jugement, dans la non-directivité, on va avoir une intention vraiment authentique de comprendre l'autre dans sa manière de penser, de s'exprimer, de découvrir son univers subjectif. Et on va vraiment faire un effort pour analyser ce qui est dit et ce qui se passe pendant l'échange. Donc, c'est à la fois une capacité cognitive d'un soignant à comprendre les besoins du patient, une sensibilité affective à comprendre les émotions et une capacité comportementale à témoigner de sa compréhension de l'ensemble au patient. Ici, une illustration que je trouve intéressante, on a 3 groupes de patients diabétiques qui sont répartis donc dans 3 groupes différents. Le groupe de gauche, ils ont la chance d'avoir un médecin qui s'occupe de leur diabète qui est très empathique, et à droite, à l'extrême droite de l'écran, des médecins qui sont faiblement empathiques. Et on se rend compte que quand le médecin est empathique, les résultats biologiques du patient vont être meilleurs. Donc il va avoir un diabète mieux équilibré grâce, en partie bien entendu, à l'empathie de son médecin. Donc les effets de l'empathie, ce sera la satisfaction des patients, mais aussi la satisfaction des soignants. Donc on va être avec un meilleur être dans son travail. Il y aura des effets positifs sur l'adhésion au traitement, sur la qualité de vie, sur la diminution des durées d'hospitalisation. Donc des effets cliniques positifs. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Très important de réussir le contact, c'est-à-dire rappelons un petit peu que le sens des mots compte pour 7% à peu près, que l'intonation de la voix pour 38% et que la physiologie, la gestuelle pour 55%. Donc 93% de la communication est non verbale. Et donc, alors que c'est vraiment la communication non verbale qui est perçue comme vraie, donc c'est vraiment très important. Rappelons un petit peu la bulle de notre interlocuteur. Donc on est dans la zone intime, quand on est à peu près dans les 50 cm proche de la personne, la zone personnelle 1,20 m, etc. Et donc dans la relation d'écoute active, on sera absolument dans la zone personnelle de moins d'1,20 m, donc il ne faut pas être trop loin de la personne qu'on écoute. Ça, on va aussi créer un rapport de confiance, on va pratiquer la synchronisation aussi, on va donc refléter le langage verbal et non verbal de notre interlocuteur, c'est aussi faire passer le courant, et donc les informations qui s'échangent à ce niveau sont dans la plupart du temps à l'insu des protagonistes, donc elles passent beaucoup dans le non verbal. On va être attentif à la posture, à nos mouvements du corps, aux expressions du visage, au ton et au rythme de la voix. Un certain nombre de freins à l'écoute, d'impasses que Rogers a mis en avant, c'est entre autres donner des ordres, diriger, commander, avertir, moraliser, expliquer, argumenter, persuader par la logique, juger, critiquer ou complimenter, être en accord, évaluer positivement, approuver. Donc on verra que la valorisation c'est autre chose. On va aussi éviter de ridiculiser, de sympathiser, etc. Encore des freins, c'est aussi de couper la parole, de dédramatiser ou de banaliser. Les expressions comme oui mais, donc ça c'est vraiment quand on est en opposition avec ce que la personne nous l'a dit. Il ou elle a l'air, c'est un préjugé. Vous n'auriez pas dû, c'est un jugement.
Commençons par parler de, c'est de la directivité mal placée. Moi, je pense que vous devriez faire ça ou ça, c'est notre subjectivité. D'autres freins, donc c'est qu'on prépare notre réponse pendant que l'autre parle, donc on n'écoute pas jusqu'au bout, et aussi tous les signes d'impatience. Et donc, dans l'écoute active, qu'est-ce qui serait important? Entre autres, de reformuler, de synthétiser, de faire silence, d'observer le langage corporel, d'écouter les émotions de l'autre, de manifester de l'intérêt, de montrer de l'empathie, de rester concentré et de questionner plutôt avec des questions ouvertes.